L'après-midi du 23 mars 2007 s'annonçait différent pour la famille Moreau. Dans leur modeste maison du quartier Les Aigues-Longues, à Montpellier, une atmosphère d'excitation inhabituelle flottait dans l'air. Claire Dubois-Moreau ajustait nerveusement sa blouse blanche d'infirmière devant le miroir de l'entrée, ses cheveux châtains soigneusement attachés en chignon. À 42 ans, elle conservait cette élégance naturelle qui avait séduit Luc 20 ans plus tôt. « Tu es sûr que c'est le bon moment ?» demanda-t-elle à son mari qui vérifiait les papiers dans son portefeuille pour la 3e fois. Luc Moreau, conducteur de bus depuis plus d'une décennie, était un homme méticuleux. Ses collègues le respectaient pour sa ponctualité légendaire, et aujourd'hui ne ferait pas exception. « Claire, mon amour, nous avons économisé pendant 6 longues années pour ce terrain. 6 années de sacrifices, de repas simples, de vacances reportées. » Il posa ses mains calleuses sur les épaules de sa femme. Aujourd'hui, nous rencontrons enfin le maître des œuvres recommandées par le pasteur Lambert. Notre rêve va enfin prendre forme. Théo, leur fils aîné de 18 ans, observait ses parents depuis le seuil de la cuisine. Étudiant brillant avec des ambitions juridiques, il admirait la détermination de ses parents. Ses 2 petites sœurs, Emma et Léa, âgées respectivement de 15 et 12 ans, étaient reparties chez une amie pour l'après-midi. « Papa, vous rentrez pour le dîner ?» demanda Théo, une pointe d'inquiétude dans la voix qu'il ne parvenait pas à expliquer. « Bien sûr, mon fils. Le rendez-vous est à 15h30. Nous serons de retour vers 18h au plus tard. » Luc embrassa son fils sur le front. « Tu surveilles bien tes sœurs en notre absence. » Claire prit un bout de papier et griffonna rapidement quelques mots. « Voltamos ant dojantar. Hoje começa o nosso sonho. » Elle fixa le message sur la porte du réfrigérateur avec un aimant représentant la Tour Eiffel, souvenir de leur voyage de noces à Paris. Le terrain se trouvait dans une zone en expansion de la ville, entourée de chantiers et de terrains vagues. C était un modeste lopin de terre, mais pour Luc et Claire, il représentait bien plus qu'un simple investissement immobilier. C était le symbole de leur ascension sociale, la preuve tangible que leurs efforts n'avaient pas été vains. « Julien Lefebvre nous attend là-bas », murmura Claire en vérifiant son téléphone portable. « Le pasteur Lambert nous a dit tant de bien de lui. Apparemment, c'est l'un des meilleurs maîtres d'œuvre de la région. » Luc acquiesça, tout en observant le ciel qui commençait à se couvrir. Des nuages gris s'amoncelaient à l'horizon, annonçant l'un de ces orages printaniers typiques du sud de la France. Dans L, église Notre-Dame-de-Grâce, qu'il fréquentait assidûment depuis 15 ans, le pasteur Henri Lambert avait effectivement vanté les mérites de Julien Lefebvre. Un homme de confiance, avait-il dit, quelqu'un qui comprendrait leurs besoins et respecterait leur budget limité. Claire se souvenait parfaitement de cette conversation après la messe dominicale. Le pasteur avait même mentionné que Lefebvre était un fidèle de sa communauté. « Il faut y aller », déclara Luc en prenant les clés de leur Renault Mégane bleue. « La ponctualité, c'est le respect de l'autre. » Claire embrassa Théo une dernière fois. « Nous t'appellerons dès que ce sera terminé. Et n'oublie pas de réchauffer la soupe pour tes sœurs si nous avons du retard. » Le couple quitta leur maison de la rue des Amandiers vers 14h45. Le trajet jusqu'au terrain ne devait prendre qu'une quinzaine de minutes en voiture. Claire tenait fermement dans ses mains le dossier contenant tous les documents relatifs à l'achat du terrain, acte de propriété, plan de construction préliminaire, devis approximatif pour les matériaux. Pendant le trajet, ils discutaient avec enthousiasme des plans de leur future maison. 3 chambres, un petit jardin pour les enfants, peut-être même une véranda où Claire pourrait installer ses plantes. Luc imaginait déjà le barbecue du dimanche avec les voisins, les fêtes d'anniversaire dans leur propre cour. « Tu crois que Julien Lefebvre comprendra notre vision ?» demanda Claire, un sourire rêveur aux lèvres. « J'en suis certain. Le pasteur Lambert ne nous aurait jamais recommandé quelqu'un en qui il n'a pas confiance. » Il ne pouvait pas imaginer que cette simple phrase résonnait déjà comme un présage inquiétant. Ni l'un ni l'autre ne remarqua la voiture sombre qui les suivait à distance depuis leur départ du quartier Les Aigues-Longues. En arrivant sur le terrain,
Claire sentit son cœur se serrer légèrement. L'endroit paraissait plus isolé qu'elle ne l'avait imaginé lors de leur précédente visite. Les terrains environnants étaient déserts, et seule une vieille dame arrosait ses fleurs dans le jardin d'une maison voisine. Le ciel continuait de s'assombrir, et les premiers grondements du tonnerre se faisaient entendre au loin. « Il va pleuvoir », murmura Claire en observant les nuages menaçants. « Ce n'est pas grave, nous pourrons nous abriter dans la voiture si nécessaire », répondit Luc en garant leur véhicule près de l'entrée du terrain. Ils descendirent de voiture et attendirent. 15h30 passèrent, puis 15h45. Aucun signe de Julien Lefebvre. Claire commençait à montrer des signes d'impatience quand deux silhouettes apparurent au bout du chemin de terre. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner un like. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Les deux hommes s'approchaient lentement du terrain où Luc et Claire attendaient. Le premier, grand et élégant, portait une chemise claire parfaitement repassée et une veste de costume malgré la chaleur. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement peignés en arrière et il dégageait une autorité naturelle qui imposait le respect. Le second, plus petit et trapu, gardait une casquette sombre enfoncée sur son crâne, dissimulant en partie son visage. « Monsieur et Madame Moreau ?» demanda l'homme à la chemise claire avec un sourire commercial parfaitement maîtrisé. « Je suis Julien Lefebvre. Désolé pour ce léger retard. J'ai eu un appel urgent d'un autre chantier. » Claire sentit immédiatement que quelque chose clochait. La voix ne correspondait pas à celle qu'elle avait imaginée d'après la description enthousiaste du pasteur Lambert. Il y avait quelque chose de calculé dans le ton, une froideur sous la politesse de façade. « Bonjour, monsieur Lefebvre », répondit Luc en lui serrant la main. « Nous sommes ravis de vous rencontrer enfin. Le pasteur Lambert nous a dit tant de bien de votre travail. » L'homme à la casquette resta en retrait, ses yeux balayant constamment les alentours comme s'il surveillait quelque chose. Il n'avait pas été présenté, et son silence commençait à mettre Claire mal à l'aise. « Et voici mon associé, Gabriel Marchand », ajouta Lefebvre d'un ton qui trahissait une certaine hésitation. « Il m'aide sur les aspects techniques des projets. » Gabriel Marchand se contenta d'un hochement de tête, sans retirer sa casquette ni prononcer un mot. Ses yeux, d'un bleu glacial, scrutaient le couple avec une intensité dérangeante. « Alors, montrez-moi donc vos plans », reprit Julien Lefebvre en désignant le terrain d'un geste ample. « J'aimerais comprendre votre vision pour cet espace. » Claire ouvrit son dossier et étala les documents sur le capot de leur voiture. Les plans de la maison qu'ils avaient dessinés avec tant d'amour lors des soirées d'hiver, les calculs minutieux du budget, les croquis des jardins futurs. Tout était là, étalé sous le ciel de plus en plus menaçant. Pendant qu'elle expliquait leur projet, Claire remarqua que Gabriel Marchand ne regardait pas les plans. Son attention était entièrement focalisée sur les papiers de propriété, comme s'il mémorisait chaque détail de l'acte de vente. « C'est un projet ambitieux pour votre budget », commenta Lefebvre après avoir parcouru les documents. « Mais nous pourrions peut-être trouver des solutions créatives. » Le tonnerre gronda plus fort et les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. La vieille dame qui arrosait son jardin rentra précipitamment chez elle, non sans avoir jeté un regard inquiet vers le petit groupe. « Il vaudrait mieux nous abriter », suggéra Luc en regardant vers leur voiture. « Non, attendez », intervint Gabriel Marchand, parlant pour la première fois. Sa voix était rauque, marquée par des années de tabac. « J'ai une meilleure idée. Il y a un petit abri de chantier juste là-bas, derrière ces arbres. Nous pourrons discuter tranquillement. » Claire échangea un regard avec son mari. L'abri en question n'était pas visible de la route, et quelque chose dans l'attitude de Marchand la mettait profondément mal à l'aise. Mais la pluie s'intensifiait rapidement, et Luc semblait prêt à accepter la proposition. « D'accord, » dit-il en rassemblant les papiers, « allons-y à Vendée être trempés. » Pendant ce temps, à Montpellier, Théo Moreau terminait ses devoirs de philosophie dans la cuisine familiale. Il jeta un coup d'œil à l'horloge murale, 17h15. Ses parents auraient déjà dû l'appeler pour donner des nouvelles du rendez-vous.
Un sentiment étrange, qu'il n'arrivait pas à définir, commençait à grandir en lui. Il prit son téléphone portable et composa le numéro de son père. La sonnerie retentit dans le vide, puis bascula sur la messagerie vocale. « Papa, c'est Théo. Rappelez-moi quand vous aurez ce message. J'espère que tout se passe bien avec le maître d'œuvre. » Emma et Léa rentrèrent à ce moment-là, les cheveux encore humides de la pluie qui avait éclaté soudainement. « Où sont papa et maman ?» demanda Emma en secouant son imperméable dans l'entrée. « Ils sont partis voir le terrain avec le monsieur pour construire la maison », répondit Théo, mais sa voix manquait de conviction. Sur le terrain, la situation prenait une tournure de plus en plus inquiétante. L'abri de chantier dont avait parlé Gabriel Marchand n'existait pas. À la place, il se trouvait maintenant dans une zone isolée, cachée par un bosquet d'arbres, où personne ne pourrait les voir depuis la route. « Je ne comprends pas », murmura Claire, la pluie dégoulinant de ses cheveux. « Où est cet abri ?» Julien Lefebvre et Gabriel Marchand échangèrent un regard que Luc intercepta. Pour la première fois, il commença à réaliser que quelque chose ne tournait pas rond. « Écoutez, messieurs, » dit-il en prenant la main de sa femme. « Je pense que nous devrions reporter cette réunion. La météo n'est vraiment pas favorable. » « Je ne crois pas que ce soit possible, » répondit Gabriel Marchand, d'une voix maintenant dépourvue de toute amabilité. Claire sentit son sang se glacer. Elle serra instinctivement la main de Luc et fit un pas vers leur voiture, mais Marchand s'interposa. « Oh, nous avons quelques questions à vous poser concernant ce terrain, » continua-t-il. « Des questions très importantes. » La pluie redoublait d'intensité, transformant le chemin de terre en bourbier. Au loin, la vieille dame observait discrètement depuis sa fenêtre, inquiète de ne plus voir le couple sympathique qui était venu visiter le terrain à plusieurs reprises ces dernières semaines. « Quelle question ?» demanda Luc, essayant de garder son calme malgré l'angoisse grandissante. Julien Lefebvre sortit alors de sa poche un document que Claire reconnut immédiatement. C était une copie de leur acte de propriété, mais avec des annotations qu'elle n'avait jamais vues auparavant. « Il semblerait que votre achat pose certains problèmes juridiques, » déclara-t-il avec un sourire qui n'avait plus rien de commercial. « Quel problème juridique ?» demanda Claire d'une voix tremblante, ses doigts serrant nerveusement l'anse de son sac à main. La pluie battante avait trempé ses vêtements, mais ce haine était rien comparé au froid qui l'envahissait de l'intérieur. Julien Lefebvre déplia le document sous la protection précaire d'un arbre. Ses gestes étaient mesurés, calculés, comme s'ils savouraient chaque seconde de leur confusion grandissante. « Voyez-vous, monsieur et madame Moreau, ce terrain fait l'objet d'une revendication particulière. Il semblerait qu'une association religieuse ait des droits antérieurs sur cette parcelle. »« C'est impossible !» s'exclama Luc, sa voix portant difficilement dans le fracas de l'orage. « Nous avons vérifié tous les documents au notaire. Tout était en règle. » Gabriel Marchand fit un pas en avant, sa silhouette massive bloquant maintenant complètement le chemin vers leur voiture. Sous sa casquette détrempée, ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. « Les choses changent. Monsieur Moreau, les priorités évoluent. » Claire sentit son cœur s'emballer. Cette situation n'avait plus rien d'un simple rendez-vous professionnel. Elle chercha des yeux une issue, mais ils étaient maintenant complètement isolés, cachés par les arbres et la pluie torrentielle. « Écoutez !» tenta Luc, en adoptant un ton conciliant. « S'il y a vraiment un problème juridique, nous pouvons en discuter calmement. Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement. »« Oh, mais nous comptons bien trouver un arrangement », l'interrompit Julien Lefebvre avec un sourire qui ne présageait rien de bon. « Seulement, cet arrangement nécessite votre coopération totale. » Pendant ce temps, dans la maison familiale des Aiglongues, l'inquiétude de Théo grandissait de minute en minute. Il avait tenté d'appeler ses parents 5 fois depuis 17 heures, sans succès. Emma et Léa, inconscientes de la tension de leur frère aîné, regardaient un film à la télévision en grignotant des biscuits. « Tu crois qu'ils vont rentrer bientôt ?» demanda Emma en remarquant enfin l'air préoccupé de Théo. « Bien sûr, » mentit-il. Mais sa voix manquait de conviction. Papa a peut-être oublié de recharger son téléphone. Il se dirigea vers la fenêtre
et observa la rue déserte, balayée par la pluie. Quelque chose au fond de lui criait que ses parents auraient dû être rentrés depuis longtemps. Luc Moreau était un homme de parole, et s'il avait dit qu'il serait de retour pour le dîner, c'est qu'il l'avait sincèrement pensé. Sur le terrain, la situation devenait de plus en plus oppressante. Julien Lefebvre avait sorti d'autres documents de sa serviette, des papiers que Claire ne reconnaissait pas, mais qui semblaient tous concerner leur propriété. « Vous voyez cette signature ?» dit-il en pointant du doigt une ligne au bas d'un formulaire. « C'est la vôtre, Monsieur Moreau. Mais sur ce document, vous cédez vos droits sur le terrain à l'association Mission Porte Céleste. »« Je n'ai jamais signé ça !» protesta Luc, la colère commençant à percer dans sa voix. « Je ne connais même pas cette association. » Pourtant, l'expertise graphologique confirmera que c'est bien votre écriture, répliqua Gabriel Marchand d'un ton glacial. Et croyez-moi, nous avons de très bons experts. Claire comprit alors avec horreur de quoi il s'agissait. Ces hommes, étaient pas venus pour discuter de construction. Ils étaient venus pour voler leur terrain, leurs rêves, leurs économies de 6 années. « Vous êtes des escrocs !» s'écria-t-elle, sa peur se transformant soudain en rage. « Nous allons appeler la police !» Elle plongea la main dans son sac pour attraper son téléphone portable, mais Gabriel Marchand fut plus rapide. D'un geste brusque, il lui saisit le poignet. « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Madame Moreau. » Luc fit un mouvement pour protéger sa femme, mais Julien Lefebvre l'arrêta d'un regard. « Du calme, Monsieur Moreau. Personne ne veut que cette situation dégénère. Nous sommes des hommes civilisés, après tout. »« Civilisés ?» répéta Luc avec amertume. « Vous appelez ça être civilisé ? Nous appelons ça être pragmatique, » répondit Lefebvre. « Voyez-vous, ce terrain a une valeur particulière pour notre organisation, une valeur qui dépasse largement son prix d'achat. » La pluie continuait de tomber avec violence, transformant le paysage en un décor apocalyptique. Au loin, la vieille dame qui avait observé la scène depuis sa fenêtre commençait à s'inquiéter sérieusement. Elle avait vu le couple arriver, puis ces 2 hommes étranges, et maintenant, plus personne n'était visible. « Qu'est-ce que vous voulez exactement ?» demanda Claire, essayant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Nous voulons que vous compreniez la réalité de votre situation, » expliqua Gabriel Marchand en resserrant sa prise sur son poignet. « Ce terrain ne vous appartient plus. Il ne vous a jamais vraiment appartenu. »« Vous êtes fou !» s'exclama Luc. « Nous avons tous les papiers, tous les justificatifs. Les papiers peuvent se perdre, Monsieur Moreau. Les archives peuvent être endommagées, les notaires peuvent oublier certaines transactions. » Cette dernière phrase fut prononcée avec une telle froideur que Claire sentit ses jambes se dérober sous elle. Ces hommes avaient tout planifié. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. « Et si nous refusons ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Julien Lefebvre échangea un nouveau regard avec Gabriel Marchand. Un regard qui en disait long sur leurs intentions réelles. « Je ne pense pas que ce soit dans votre intérêt de refuser, Madame Moreau. Vous avez une belle famille, 3 enfants merveilleux. Théo, qui étudie si bien, Emma et sa passion pour la danse, et la petite Léa avec ses dessins magnifiques. » Le sang de Claire se glaça dans ses veines. Ces hommes connaissaient leurs enfants. Ils avaient fait des recherches. Ils les surveillaient peut-être depuis des semaines. « Ne vous avisez pas de toucher à nos enfants, » gronda Luc, tous ses instincts protecteurs désormais en alerte. « Personne ne veut faire de mal à qui que ce soit, » assura Lefebvre avec un calme terrifiant. « Mais les accidents arrivent si vite, n'est-ce pas? Surtout avec ce temps. » Au même moment, un éclair illumina le paysage, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. La nature elle-même semblait conspirer pour rendre cette situation encore plus dramatique et oppressante. L'orage atteignait maintenant son paroxysme, et la violence des éléments semblait refléter la tension qui régnait entre les 4 personnages. Claire tremblait, mais plus de peur que de froid. Les menaces voilées concernant ses enfants avaient éveillé en elle un instinct maternel féroce. « Que voulez-vous que nous fassions exactement ?» demanda-t-elle, sa voix portant une détermination nue que ni Luc ni elle-même n'avaient anticipée.
Gabriel Marchand relâcha légèrement sa prise sur son poignet, apparemment satisfait de voir qu'elle commençait à comprendre la gravité de leur situation. « C'est très simple », expliqua Julien Lefebvre en sortant d'autres documents de sa serviette étanche. « Vous allez signer ces papiers, qui transfèrent officiellement la propriété du terrain à l'association Mission Porte Céleste. En échange, nous vous garantissons que votre famille ne sera pas dérangée. Et l'argent que nous avons investi, demanda Luc, même s'il connaissait déjà la réponse. Considérez cela comme une donation charitable, répondit Marchand avec un sourire cruel. L'association saura honorer votre générosité. Claire examina les documents sous la pluie battante. Les formulaires semblaient officiels, avec des en-têtes authentiques et des tampons impressionnants. Tout avait été préparé avec un professionnalisme terrifiant. « Et si nous acceptons de signer, vous nous laissez partir » insista-t-elle. « Bien entendu » assura Lefebvre. « Nous ne sommes pas des monstres, Madame Moreau. Nous voulons simplement récupérer ce qui nous revient de droit. » Pendant ce temps, dans la maison familiale, Théo avait pris une décision. 20 heures approchaient et ses parents n'avaient toujours donné aucun signe de vie. Il composa le numéro de son oncle Alain Dubois, le frère de sa mère, qui habitait à quelques kilomètres. « Oncle Alain ? C'est Théo. Mes parents sont partis cet après-midi pour rencontrer un maître d'œuvre et ils ne sont toujours pas rentrés. Leurs téléphones ne répondent pas. » La voix d'Alain se fit immédiatement plus grave. « Où est-ce qu'ils avaient rendez-vous ?»« Sur leur terrain, tu sais. Celui qu'ils ont acheté pour construire la maison. Ils devaient être de retour pour le dîner. J'arrive, Théo. Ne bougez pas. Toi et tes sœurs. Et si jamais ils rentrent entre-temps, appelle-moi immédiatement. » Sur le terrain détrempé, Luc et Claire échangeaient des regards désespérés. La situation semblait sans issue. S'ils refusaient de signer, leurs enfants couraient peut-être un danger. S'ils signaient, ils perdaient tout ce pour quoi ils avaient travaillé pendant des années. « Nous avons besoin de temps pour réfléchir », tenta Luc. « Le temps, c'est maintenant ou jamais », répliqua Gabriel Marchand. « Nos associés nous attendent. Cette transaction doit être finalisée ce soir. » Claire remarqua alors quelque chose d'étrange. Malgré la violence de l'orage, une voiture était garée plus loin sur le chemin de terre, ses phares éteints. Elle n'avait pas remarqué ce véhicule à leur arrivée. « Il y a quelqu'un d'autre ?» demanda-t-elle en pointant du doigt dans cette direction. Julien Lefebvre et Gabriel Marchand échangèrent un regard rapide. Visiblement, ils n'avaient pas prévu que Claire soit si observatrice. « Nos associés préfèrent rester discrets », expliqua Lefebvre. « Mais ils sont là pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. » Cette révélation ne fit qu'augmenter l'angoisse du couple. Ils n'étaient pas seulement face à deux hommes, mais à toute une organisation. « Bon, assez discuté », déclara brusquement Gabriel Marchand. « Vous signez maintenant ou nous passons au plan B ?»« Quel plan B ?» demanda Claire, bien qu'elle redoutât la réponse. Marchand ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il fit un signe vers la voiture cachée. Presque immédiatement, deux autres silhouettes en émergèrent et se dirigèrent vers eux sous la pluie. Luc comprit que la situation venait de basculer définitivement. Ils étaient maintenant face à 4 hommes, sur un terrain isolé, par un temps épouvantable qui rendait toute fuite impossible. « D'accord, » dit-il finalement, la mort dans elle âme. « Nous allons signer. » Claire le regarda avec stupeur. Elle n'arrivait pas à croire que son mari, si fier et si droit, puisse capituler de cette manière. « Luc. »« Claire, nous n'avons pas le choix. Pense aux enfants. » Julien Lefebvre sourit avec satisfaction et tendit un stylo à Luc. « Vous prenez la bonne décision, monsieur Moreau. Votre famille vous en sera reconnaissante. » Mais au moment où Luc s'apprêtait à signer le premier document, Claire eut une idée désespérée. Elle se souvenait que la vieille dame du terrain voisin les avait observés à leur arrivée. Si elle pouvait créer une distraction... « Attendez !» cria-t-elle soudain. « Là-bas! Quelqu'un nous observe !» Elle pointait du doigt vers la maison de la vieille dame, où effectivement une silhouette était visible derrière une fenêtre. Instinctivement,
Les 4 hommes tournèrent la tête dans cette direction. Claire en profita pour saisir le bras de Luc et l'entraîner vers leur voiture. Mais Gabriel Marchand fut plus rapide. Il les rattrapa en quelques enjambées et bloqua leur fuite. Très malin, Madame Moreau, mais insuffisant. La suite des événements se déroula avec une rapidité effroyable. Les 2 hommes sortis de la voiture cachée les encerclèrent complètement. L'un d'eux, un homme au visage balafré, tenait maintenant les clés de leur Renault Mégane. « Comment avez-vous » commença Luc. « Nous avons nos méthodes » répondit simplement Julien Lefebvre. « Maintenant, vous allez nous suivre gentiment. Nous avons un endroit plus approprié pour finaliser cette transaction. » Claire sentit son sang se glacer. Ils allaient être emmenés ailleurs, loin de toute possibilité de secours. Elle pensa à Théo, à Emma, à Léa qui les attendait à la maison. Que se passerait-il s'ils ne rentraient jamais? « Où nous emmenez-vous » demanda-t-elle d'une voix blanche. « Quelque part où nous pourrons discuter tranquillement, sans risquer d'y être dérangés par des voisins trop curieux. » Au même moment, Alain Dubois arrivait chez sa sœur. Théo lui ouvrit immédiatement, le visage marqué par l'inquiétude. « Toujours aucune nouvelle » demanda Alain. « Rien. J'ai essayé d'appeler 15 fois. Papa ne répond jamais comme ça. Même quand il oublie son téléphone dans la voiture, il trouve toujours un moyen de nous prévenir. » Alain observa le message laissé sur le réfrigérateur. « Voltamos ante do jantar, hoje começa o nosso sonho. » L'ironie tragique de ces mots le frappa de plein fouet. « Nous allons à la police, » décida-t-il. « Quelque chose ne va pas. » Sur le terrain, sous la pluie torrentielle qui effaçait déjà toute trace de leur présence, Luc et Claire Moreau montaient dans la voiture de leur ravisseur. Leur propre véhicule serait retrouvé plus tard dans des circonstances mystérieuses, mais pour l'instant, ils disparaissaient dans la nuit orageuse, emportant avec eux le secret de leur destination. Le commissariat de Montpellier baignait dans une lumière blafarde ce samedi matin. Philippe Dumas, responsable de l'unité de nuit, écoutait attentivement le témoignage d'Alain Dubois et de son neveu Théo. L'histoire qu'il racontait était troublante. Un couple exemplaire, sans ennemi connu, qui disparaît mystérieusement après un simple rendez-vous professionnel. « Monsieur Dubois, » dit le commissaire en prenant des notes, « votre sœur et votre beau-frère ont-ils des problèmes financiers, des dettes, des conflits avec quelqu'un ?»« Absolument pas, » répondit Alain avec fermeté. « Luc et Claire sont les personnes les plus honnêtes que je connaisse. Ils économisent depuis des années pour cette maison. C'était leur rêve. » Théo, les yeux rougis par une nuit blanche, ajouta « Mes parents ne disparaissent jamais comme ça. Papa appelle toujours s'il a du retard. Toujours. » Le commissaire Dumas acquiesça. 15 années d'expérience lui avaient appris à faire confiance à son instinct, et quelque chose dans cette affaire lui semblait effectivement anormal. « Nous allons immédiatement organiser des recherches sur le terrain où ils avaient rendez-vous. En attendant, pouvez-vous me donner le nom de ce maître d'œuvre qu'ils devaient rencontrer ?»« Julien Lefebvre, » répondit Théo. « Il leur avait été recommandé par le pasteur Lambert de notre paroisse. Pendant que la police organisait les premières recherches, à plusieurs kilomètres de là, dans un entrepôt désaffecté de la zone industrielle, Luc et Claire Moreau découvraient l'ampleur de leur cauchemar. L'endroit était glacial et humide, éclairé par quelques ampoules nues qui créaient des ombres inquiétantes sur les murs de béton. Ils étaient assis sur des chaises inconfortables, leurs mains liées par des sangles en plastique. Devant eux, Julien Lefebvre et Gabriel Marchand examinaient méticuleusement tous les documents relatifs au terrain. « Parfait », murmura Lefebvre en étudiant l'acte de propriété original. « Tout est en ordre. Il ne nous reste plus qu'à finaliser le transfert. » Claire, malgré sa peur, trouvait encore la force de résister. « Vous ne vous en tirerez jamais comme ça. Notre famille va nous chercher. La police. »« La police ?» Gabriel Marchand éclata d'un rire froid. « Madame Moreau, dans quelques heures, votre voiture sera retrouvée au terminal Saint-Roch. Les caméras de surveillance montreront votre mari en sortir seul et disparaître dans la foule. Tout laissera penser que vous avez décidé de recommencer votre vie ailleurs.
Luc comprit avec horreur l'ampleur de la machination. Vous avez tout planifié depuis le début. Le pasteur Lambert, il était complice? Le pasteur Lambert est un homme naïf qui croit sincèrement rendre service à ses paroissiens, expliqua Lefebvre. Il ne sait rien de nos véritables intentions. Pour lui, je suis effectivement un maître d'œuvre respectable. Sur le terrain où tout avait commencé, les équipes de police découvraient dans les premières traces de la rencontre de la veille. L'orage avait effacé la plupart des indices, mais quelques empreintes de pas étaient encore visibles dans la boue séchée. « Commissaire », appela l'un des agents. « Nous avons trouvé quelque chose. » Il tenait dans sa main gantée un petit objet brillant, l'alliance de Claire. Elle avait dû la perdre dans la lutte, et le bijou était resté coincé entre les racines d'un arbre. Le commissaire Dumas examina l'alliance avec attention. Gravé à l'intérieur, il pouvait lire « Luc et Claire, 15 mai 1987 ». Cette découverte confirmait ses soupçons. Quelque chose de grave était produit sur ce terrain. Élargissez le périmètre de recherche, ordonna-t-il. Et contactez immédiatement ce Julien Lefebvre. Mais quand les enquêteurs tentèrent de joindre le maître d'œuvre, ils découvrirent que le numéro de téléphone donné au couple Moreau était celui d'une ligne prépayée, désormais inactive. L'adresse professionnelle correspondait à un bureau vide depuis plusieurs mois. Dans l'entrepôt, la situation devenait de plus en plus désespérée pour Luc et Claire. Gabriel Marchand avait installé un ordinateur portable et imprimait de nouveaux documents falsifiés. « Regardez ça », dit-il en montrant l'écran à Lefebvre. « J'ai créé un historique de transactions bancaires qui montre des retraits suspects sur le compte des Moreau. Quand la police enquêtera, tout semblera indiquer qu'ils avaient des problèmes financiers. » Claire sentit les larmes couler sur ses joues. Ces hommes ne se contentaient pas de leur voler leur terrain. Ils détruisaient méthodiquement leur réputation et leur mémoire. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi notre terrain est-il si important pour vous ?» Julien Lefebvre et Gabriel Marchand échangèrent un regard. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Claire perçut une hésitation dans leur attitude. Disons que ce terrain a une valeur historique particulière pour notre organisation, finit par répondre Lefebvre. Certains endroits sont sacrés. Madame Moreau, et le vôtre l'est plus que vous ne l'imaginez. Cette réponse énigmatique ne fit qu'ajouter au mystère. Qu'y avait-il de si spécial dans ce modeste lopin de terre qu'ils avaient acheté? Et qui étaient vraiment ces hommes qui se cachèrent derrière l'association Mission Porte Céleste? Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête prenait une nouvelle tournure. Le commissaire Dumas avait contacté le pasteur Henri Lambert, qui semblait sincèrement choqué d'apprendre la disparition du couple Moreau. « Julien Lefebvre est un fidèle de ma communauté depuis 2 ans, expliqua le pasteur. C'est un homme pieux et travailleur. Je ne comprends pas comment il pourrait être impliqué dans cette affaire. Pouvez-vous nous donner son adresse personnelle ? Bien sûr, mais je dois vous dire qu'il voyage beaucoup pour son travail. Il n'est pas toujours chez lui. L'adresse fournie par le pasteur menait à un petit appartement dans un quartier résidentiel. Quand la police s'y rendit, elle découvrit un logement spartiate, presque vide, qui semblait n'avoir jamais été vraiment habité. Dans l'entrepôt, Gabriel Marchand venait de terminer ses falsifications. Il se tourna vers Luc et Claire avec un sourire satisfait. « Voilà, tout est prêt. Dans quelques heures, le terrain appartiendra officiellement à l'association Mission Porte Céleste. Et vous n'existerez plus. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Luc, bien qu'il redoutât la réponse. « Oh, rien de dramatique, » assura Lefebvre. « Vous allez simplement disparaître, partir très loin, commencer une nouvelle vie sous de nouvelles identités. Certaines personnes paient très cher pour ce genre de service. » Claire comprit avec horreur qu'ils parlaient de trafic d'êtres humains. Ces hommes ne se contentaient pas de voler des terrains, ils détruisaient des vies entières. « Nos enfants, » murmura-t-elle. « Vos enfants grandiront en pensant que leurs parents les ont abandonnés, » répondit Gabriel Marchand avec une cruauté glaciale. « C'est triste, mais c'est la vie. À cet instant précis, dans la maison familiale des Aigues-Longues,
Théo regardait par la fenêtre en serrant dans ses mains le message laissé par ses parents. « Hoje, comme ça aux noces au sonho. Aujourd'hui commence notre rêve. » Il ne savait pas encore que ce rêve S était transformé en cauchemar, mais il avait pris une décision. Il ne laisserait jamais tomber ses parents, quoi qu'il arrive. 15 années S étaient écoulées depuis cette nuit tragique de mars 2007. Théo Moreau, devenu un brillant avocat de 33 ans, n'avait jamais cessé de chercher la vérité sur la disparition de ses parents. Son bureau, situé dans le centre historique de Montpellier, était tapissé de cartes, de photos et de documents relatifs à l'affaire qui avait bouleversé sa vie. Ce matin de mars 2022, exactement 15 ans après la disparition, Théo recevait un appel qui allait tout changer. « Maître Moreau, ici le commissaire Dubois du service d'investigation criminelle, nous avons du nouveau concernant vos parents. » Le cœur de Théo s'emballa. Après toutes ces années de silence, la police avait-elle enfin découvert quelque chose? « Je vous écoute, commissaire. Il y a eu un incident cette nuit à l'église Mission Porte Céleste. Une partie du bâtiment s'est effondrée à cause des infiltrations d'eau et nous avons trouvé des restes humains sous l'autel. » Théo sentit ses jambes se dérober. Pendant 15 ans, il s'était accroché à l'espoir que ses parents étaient peut-être encore vivants quelque part. Cet espoir venait de s'écrouler. « Commissaire, est-ce qu'il pourrait s'agir de mes parents? C'est possible. Nous devons procéder à des analyses ADN pour confirmer l'identité. Mais je dois vous dire que cette découverte relance complètement l'enquête. 1 heure plus tard, Théo se trouvait sur le terrain qui avait jadis appartenu à ses parents. Église Mission Porte Céleste, construite en 2008, présentait maintenant une façade lézardée et un toit partiellement effondré. Les équipes de secours avaient découvert une structure souterraine cachée sous l'autel principal. Emma et Léa, les sœurs de Théo, arrivèrent peu après. Emma, devenue professeure de danse, et Léa, maintenant architecte, avaient elles aussi été profondément marquées par la disparition de leurs parents. Ensemble, ils regardaient en silence les expertises en cours. « Après toutes ces années, » murmura Emma, les larmes aux yeux, « nous allons peut-être enfin savoir ce qui leur est arrivé. » Le commissaire Dubois s'approcha d'eux avec une expression grave. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Nous avons retrouvé des documents cachés dans les fondations de l'église. Des papiers qui mentionnent explicitement vos parents et le transfert frauduleux de leur terrain. » Il leur tendit une chemise plastifiée contenant des photocopies de documents manuscrits. Théo reconnut immédiatement l'écriture de Gabriel Marchand, l'homme qu'il avait tenté de retrouver pendant des années. Plan d'acquisition du terrain Moreau, phase 1, élimination des propriétaires légitimes, phase 2, falsification des documents, phase 3, construction du sanctuaire sur le site sacré, lut Théo à voix haute. Site sacré, répéta Léa. Qu'est-ce que ça signifie? Le commissaire fouilla dans ses notes. D'après nos recherches, ce terrain aurait été utilisé au XIXe siècle par une secte religieuse locale. L'association Mission Porte Céleste semble avoir voulu reconstruire leur temple exactement au même endroit. Cette révélation apportait enfin une explication au mystère qui hantait Théo depuis 15 ans. Ses parents n'avaient pas été victimes d'un simple vol de terrain, mais d'une organisation sectaire obsédée par l'histoire de ce lieu. Pendant que les enquêteurs poursuivaient leurs investigations, Théo se dirigea vers la vieille dame qui habitait la maison voisine. Madame Rousseau, maintenant âgée de 90 ans, était l'unique témoin encore vivante de cette nuit tragique. « Madame Rousseau, je suis Théo Moreau, le fils de Luc et Claire. » La vieille dame le regarda avec des yeux embués de larmes. « Mon petit Théo, j'ai pensé à tes parents chaque jour pendant 15 ans. J'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû appeler la police plus tôt. Vous n'êtes pas responsable, Madame Rousseau. Mais pourriez-vous me raconter exactement ce que vous avez vu cette nuit-là » La vieille dame l'invita à s'asseoir dans son salon, où trônait encore la même fenêtre d'où elle avait observé la scène 15 ans plus tôt. « Il pleuvait très fort, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai vu tes parents arriver vers 15h30, puis ces 2 hommes étranges. L'un était bien habillé, l'autre portait une casquette. Quand l'orage a éclaté,
Ils ont tous disparu derrière les arbres. Et après, c'est là que ça devient bizarre. Vers 19 heures, j'ai vu une voiture repartir, mais il n'y avait qu'un seul homme dedans, celui à la casquette. Et le lendemain matin, des ouvriers sont venus avec des machines. Ils ont creusé un trou énorme, comme s'ils préparèrent des fondations. Cette information était cruciale. Cela signifiait que la construction de l'église avait commencé immédiatement après la disparition de ses parents, pas un an plus tard comme l'indiquaient les documents officiels. Madame Rousseau, pourquoi n'avez-vous jamais dit ça à la police? J'ai essayé, mon petit. Mais l'homme à la casquette est revenu me voir quelques jours après. Il m'a dit que si je parlais de ce que j'avais vu, des malheurs arriveraient à ma famille. J'avais peur. J'avais tellement peur. Théo comprit que Gabriel Marchand avait intimidé le seul témoin gênant. Mais maintenant, 15 ans plus tard, la vérité commençait enfin à émerger. De retour sur le site de l'église, les enquêteurs avaient fait une découverte supplémentaire. Dans les décombres, ils avaient trouvé un coffre-fort enterré contenant des documents originaux, y compris l'acte de propriété authentique du terrain au nom de Luc et Claire Moreau. Ces papiers prouvent définitivement que le transfert de propriété était frauduleux, expliqua le commissaire Dubois à Théo. L'association Mission Porte Céleste n'a jamais eu le droit légal sur ce terrain. Mais la découverte la plus bouleversante vint en fin d'après-midi. Les analyses préliminaires des restes humains confirmaient qu'il s'agissait bien de 2 personnes, un homme et une femme, correspondant à l'âge de Luc et Claire au moment de leur disparition. Théo s'effondra en larmes dans les bras de ses sœurs. Après 15 années d'incertitude, ils savaient enfin ce qui était arrivé à leurs parents. La douleur était immense, mais il y avait aussi un soulagement, le mystère était résolu. Au moins, maintenant, nous pouvons leur dire au revoir dignement, murmura Emma à travers ses sanglots. Mais l'enquête était loin d'être terminée. Gabriel Marchand et Julien Lefebvre couraient toujours. Et l'association Mission Porte Céleste avait des ramifications bien plus étendues que prévu. Le commissaire Dubois promit à Théo que justice serait rendue. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Théo regarda une dernière fois le message que ses parents avaient laissé 15 ans plus tôt. « Hoje começa o nosso sonho » Aujourd'hui commence notre rêve. Leur rêve avait été brisé, mais maintenant, le rêve de Théo de découvrir la vérité était sur le point de se réaliser. 6 mois après la découverte des restes de Luc et Claire Moreau, le tribunal correctionnel de Montpellier s'apprêtait à rendre son verdict dans l'une des affaires criminelles les plus marquantes de la décennie. Théo, Emma et Léa étaient assis au premier rang, entourés de leur oncle Alain et de dizaines de supporters qui avaient suivi cette quête de justice pendant des mois. L'enquête approfondie avait révélé l'ampleur stupéfiante de l'organisation criminelle dirigée par Gabriel Marchand. Ce qui avait commencé comme une simple affaire de vol de terrain était transformé en un scandale impliquant 15 autres familles victimes de fraudes similaires à travers le sud de la France. « Maître Moreau » murmura le commissaire Dubois en s'approchant de Théo, « nous avons reçu les derniers résultats de l'expertise médico-légale. Vos parents, ils n'ont pas souffert. C était rapide. » Cette nouvelle apportait un réconfort amer à Théo. Pendant 15 ans, il avait redouté que ses parents aient enduré de longues souffrances. Le président du tribunal fit son entrée, suivi du procureur de la République. Dans le box des accusés, Gabriel Marchand, maintenant âgé de 62 ans, gardait un visage impassible. Julien Lefebvre, arrêté 3 mois plus tôt en Espagne, affichait quant à lui des signes évidents de nervosité. « Messieurs les accusés, levez-vous » ordonna le président. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Car au moment où le procureur s'apprêtait à prononcer son réquisitoire, un homme en costume sombre pénétra dans la salle d'audience. Théo reconnut immédiatement cette silhouette. C était Henri Lambert, l'ancien pasteur de la paroisse familiale. « Monsieur le Président » déclara Lambert d'une voix tremblante, « Je souhaite faire une déclaration importante concernant cette affaire. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le pasteur Lambert N n'était pas censé être impliqué dans le procès. Officiellement, il avait été considéré comme une victime collatérale manipulée par Gabriel Marchand.
Monsieur Lambert, répondit le président après consultation, vous pouvez prendre la parole, mais je vous rappelle que vous êtes sous serment. Henri Lambert s'avança vers la barre des témoins, ses mains tremblant visiblement. À 75 ans, il paraissait soudain bien plus âgé que son âge. Mesdames et messieurs les jurés, je dois vous avouer quelque chose qui me ronge depuis 15 ans. Je n'ai pas été qu'une victime dans cette affaire. J'ai été un complice. L'assemblée retint son souffle. Théo sentit son cœur s'arrêter de battre. Le pasteur qui avait béni son baptême, qui avait consolé sa famille après la disparition de ses parents, était complice de leur enlèvement? Gabriel Marchand est venu me voir en 2006, continua Lambert, les larmes aux yeux. Il m'a dit qu'il représentait une organisation religieuse qui voulait racheter certains terrains pour construire des lieux de culte. Il m'a offert une somme considérable pour identifier des familles qui possédaient des propriétés dans des zones qu'il qualifiait de « sacrées ». « Et vous avez accepté » demanda le procureur. « J'ai accepté parce que ma paroisse avait des difficultés financières. Je pensais sincèrement qu'il s'agissait d'acquisitions légales. Je ne savais pas qu'il avait l'intention de... » Sa voix se brisa. Dans la salle, on aurait pu entendre une mouche voler. Quand Luc et Claire Moreau m'ont demandé de leur recommander un maître des œuvres, j'ai transmis leurs coordonnées à Gabriel Marchand sans me douter de ses véritables intentions. Quand ils ont disparu, j'ai commencé à avoir des soupçons, mais Marchand m'a menacé. Il m'a dit que si je parlais, je serais considéré comme complice. Théo se leva brusquement, la rage au cœur. 15 ans. Pendant 15 ans, vous nous avez consolés, vous avez prié avec nous, et vous saviez... Théo, mon enfant, supplia Lambert, je regrette chaque jour de ma vie. Si j'avais su ce qui allait arriver à tes parents. Le président du tribunal ramena le calme dans la salle. Cette révélation bouleversait complètement l'affaire. Henri Lambert venait de s'auto-incriminer publiquement. Gabriel Marchand, qui était resté silencieux depuis le début du procès, se leva alors dans le box des accusés. Puisque le pasteur a décidé de tout révéler, dit-il d'une voix froide, autant que toute la vérité soit dite. Il se tourna vers Théo avec un regard qui glaça l'assemblée. Vos parents, Monsieur Moreau, ne sont pas les seules victimes. Entre 2005 et 2010, nous avons traité 17 familles de la même manière. Toutes possédaient des terrains sur d'anciens sites religieux que notre organisation voulait récupérer. 17 familles, répéta le procureur, visiblement choqué. L'association Mission Porte Céleste N était qu'une façade. Nous appartenions à un mouvement qui croyait en la résurrection des anciens cultes païens du sud de la France. Ces terrains n'avaient pas seulement une valeur immobilière, ils avaient une valeur spirituelle. Cette révélation était la pièce manquante du puzzle. Pendant des années, les enquêteurs étaient demandés pourquoi des criminels prendraient de tels risques pour de simples terrains. La motivation sectaire expliquait enfin cet acharnement. « Et les autres familles » demanda le président. Gabriel Marchand sourit avec une cruauté glaciale. Certaines ont disparu, comme les Moreau. D'autres ont été contraintes de vendre sous la menace. Et quelques-unes ont accepté de partir très loin en échange de fortes sommes d'argent. L'espoir renaît soudain dans le cœur de Théo. Cela signifiait-il que certaines victimes étaient peut-être encore vivantes? Le procès dura encore 3 heures, durant lesquelles d'autres révélations troublantes émergèrent. L'organisation criminelle avait des ramifications dans plusieurs pays européens et avait généré des millions d'euros de profits illégaux. Finalement, le tribunal rendit son verdict. Gabriel Marchand fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, enlèvement et association de malfaiteurs. Julien Lefebvre écopa de 25 ans de prison. Henri Lambert, en raison de sa coopération tardive mais décisive, fut condamné à 8 ans de prison avec sursis et à des travaux d'intérêt général. À la sortie du tribunal, Théo, Emma et Léa étaient entourés de journalistes et de représentants d'autres familles victimes. Mais pour eux, l'important n'était pas la médiatisation. L'important était que justice ait enfin été rendue. « Nos parents peuvent maintenant reposer en paix », déclara Emma devant les caméras. Et grâce à cette enquête, d'autres familles
vont peut-être retrouver leurs proches disparus. 6 mois plus tard, le terrain où Luc et Claire avaient rêvé de construire leur maison fut transformé en un jardin mémoriel. Une plaque y fut installée. À la mémoire de Luc et Claire Moreau et de toutes les victimes de l'organisation criminelle Mission Porte Céleste. Que leur sacrifice ne soit jamais oublié. Théo, désormais spécialisé dans la défense des victimes d'escroquerie, avait trouvé sa vocation. Emma enseignait la danse à des enfants défavorisés, transmettant la joie de vivre que ses parents lui avaient léguée. Léa concevait des maisons sociales, réalisant d'une certaine manière le rêve architectural de ses parents. Le message laissé 15 ans plus tôt, « Hoje começa o nosso sonho », avait pris un sens nouveau. Le rêve de Luc et Claire Neuès n'était pas réalisé comme ils l'avaient imaginé, mais il avait inspiré leurs enfants à construire un monde plus juste. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de la famille Moreau vous a touché autant qu'elle nous a bouleversés. Cette quête de vérité et de justice nous rappelle que l'amour familial peut triompher des pires épreuves. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner un like à cette vidéo. Partagez avec nous dans les commentaires vos réflexions sur cette extraordinaire saga. Nous préparons d'autres histoires tout aussi captivantes qui explorent la complexité de la vie humaine. Retrouvez notre playlist spéciale d'histoires dramatiques en cliquant sur L écran. Merci de nous avoir suivis dans cette incroyable aventure et à très bientôt pour de nouvelles émotions.